Je vous souhaite la bienvenue à cette lecture organisée par la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel en collaboration avec les Lundis des mots dans le cadre de la Semaine de l'Europe. Je me trouve donc dans un des plus beaux bureaux de la bibliothèque pour vous proposer une lecture qui se fera en deux parties. Pour ce faire, j'ai sélectionné deux ouvrages. Le premier qui s'intitule « Voyage en ville d'Europe », duquel j'ai extrait donc 3 textes de 3 auteurs différents, et « Les couleurs de l'hirondelle » de Marius Daniel Popescu. Mon envie était vraiment de faire voyager, dialoguer ces différents textes pour qu'on ait non seulement un voyage au travers de différentes villes d'Europe, mais également un voyage au travers de ces différentes langues et différents mots. Quelques petits mots concernant Popescu, parce que dans cet ouvrage, c'est vraiment il fait des allers-retours entre Bucarest et Lausanne. Donc vous entendrez ces mots et parfois on n'arrive pas à savoir de quel endroit il parle. Donc voilà, vous pourrez identifier et essayer de trouver, mais ce n'est jamais expressément dit. Voilà, je vous souhaite une belle lecture et du plaisir. C'est parti. Il entre au buffet de la gare, se dirige vers l'une des tables qui ne sont pas couvertes d'une nappe blanche, prend place sur une chaise, sort de sa poche droite, de la veste, le rectangle en papier, le pose sur la table, devant lui, sort son porte-monnaie de la poche arrière de son pantalon, l'ouvre, prend une pièce de 20 centimes, la pose sur la table, à côté du rectangle en papier, range son porte-monnaie dans la poche arrière droite de son pantalon et, avec la pièce de 20 centimes dans sa main droite, il commence à gratter la surface de droite de son tribolo. Billet de la loterie romande, 2 francs, grattez les 6 cases. Si le même montant apparaît 3 fois, vous le gagnez 1 fois. Il regarde à la fois les miettes fines qui se détachent du papier et les chiffres qui deviennent visibles. Et il voit le chiffre 10 000 francs, puis le chiffre 500 francs en dessous. Il continue à gratter. Il voit le chiffre 1000 francs sous le chiffre 500 francs. Il regarde cette colonne à 3 chiffres. Il gratte maintenant à la droite de cette colonne à 3 chiffres. Il découvre une autre colonne à 3 chiffres. 4 francs, 20 000 francs et 20 000 francs. Il réalise que cette fois-ci, il n'a rien gagné. Extrait du règlement général. Les lots jusqu'à 50 francs sont payés par les vendeurs. Les autres lots sont délivrés par la loterie romande à réception du billet dûment complété. La serveuse est à côté de lui et elle lui demande ce qu'il aimerait boire. Ils se connaissent depuis presque 30 ans. Elle sait qu'il gratte chaque jour plusieurs tribolos. Elle l'entend dire « Une bière, s'il te plaît ». Elle retourne au bar pour lui préparer sa bière. Elle gratte parfois, elle aussi, des tribolos. Elle se souvient qu'il disait dans les journaux qu'en 1978, la loterie romande introduit le premier billet à gratter en Europe avec résultat instantané. Glasgow, tropique de Saturne, de Kenneth White. Glasgow revient dans ma mémoire comme le mugissement de la sirène d'un bateau remontant la Clyde un soir de brume, comme le refrain lancinant d'une chanson des rues, comme un crépuscule embrasé sur Great Western Road, comme un terrain vague sous la lune, comme une image brouillée de pluie. J'ai vu cette ville d'abord en termes biblico-apocalyptiques. Il y avait de quoi. Tout près de la rue où vivaient mes grands-parents, dans le quartier le plus sombre et le plus déshérité de la ville, où traînaient des Indiens lascars et des Pakistanaises, une usine vomissait dans le ciel des flammes fuligineuses. Et puis, à chaque coin de rue ou presque, un évangéliste prêchait un sermon dans une rhétorique baroque et avec des accents d'épouvante sur le ciel et l'enfer, la mort dans la vie et, si on avait un peu de chance, la vie après la mort. Ces rassemblements évangélistes avaient lieu surtout le samedi soir. Autour du prêcheur, une bande de badauds, dont la majorité était ivre, et certains ivres morts. La référence biblique est inscrite dans la mythologie même de la ville. Tout connaisseur de la Bible, comme moi, à l'âge de la puberté, j'étais l'heureux propriétaire de 15 Bibles, cadeau de Noël.
c'est qu'un des grands problèmes de l'archéologie biblique, c'est le sort des 10 tribus du Nord, celles qui ont disparu de l'histoire après l'invasion du royaume d'Israël par les Assyriens. Selon certaines autorités reconnues dans les annales, elles sont parties pour l'Amérique, où elles se sont installées près des Aztèques. Selon des autorités moins connues, mais qui néanmoins en savaient long, y compris un cousin de mon père, ingénieur de la marine, les 10 tribus se sont installées en fait à Glasgow. Tout cela explique beaucoup de choses. Pourquoi, par exemple, mon meilleur copain à l'université s'appelait Moïse Mackenzie, calviniste kabbaliste. Je ne sais pas d'où sont venus les Whites. Mon grand-père, que je qualifierais succinctement d'existentialiste exaspéré et de cosmo-comédien, quand il n'était pas soldat, il se portait volontaire à chaque occasion qui s'offrait afin de voir le monde, sillonnait le pays comme musicien. Il n'y en avait pas un comme lui pour jouer Le départ d'Eden du 42e ou La flamme de colère de Pierrot le Loucheux et autres morceaux choisis de cornemuse bien connus des connaisseurs. Ces connaisseurs de cornemuse sont assez nombreux à Glasgow, qui est la plus grande ville celtique du monde, et pas seulement la plus grande, mais la plus porteuse de signes. Dublin, à côté, est douillet et provincial. À l'entrée de la nécropole de Glasgow, un de mes lieux de prédilection, se dresse une statue commémorant la vie d'un de ces Whites. Celui-ci dirigeait, au XIXe siècle, une usine de produits chimiques. À partir d'un minerai de fer, j'ai fait des recherches scrupuleuses et minutieuses dans la bibliothèque de la ville, qu'il importait de la Russie et de la Turquie, il fabriquait un sel, utilisé dans la teinturerie, qui prenait la forme de beaux cristaux écarlates. Il fit fortune, fut bon père d'une famille nombreuse, fut très active dans la vie civique et, pour couronner le tout, était philanthrope. Car personne dans ma famille immédiate n'a fait fortune, ni n'a eu une carrière aussi stable, aussi exemplaire, en un mot, aussi bourgeoise. On s'intéressait à autre chose, à la musique notamment. Mon grand-père composait des partitions qu'il jetait enragé dans le feu. Je n'ai jamais vu ces partitions. On était à la recherche de la musique du monde, et on allait de désastre en désastre. Tout cela est assez fréquent à Glasgow. D'où un certain humour noir. On est nihiliste dans cette ville, et si on se donne un peu de mal, on devient surnihiliste. J'en sais quelque chose. Pour pénétrer le langage ésotérique de l'humour noir version locale, il faut savoir que la philosophie autochtone balance entre la théologie, Dieu et le diable, pas d'ange ni de vierge, et le football. Alors, rappelons-nous, l'équipe des Rangers, protestante, l'équipe des Celtics, catholique. Ici, je laisse le comique numéro 1 du théâtre municipal burlesque raconter une histoire bien connue des Glasgoviens. Un type se tient debout sur le pont de la Jamaïque à Glasgow, prêt à se suicider. Il est sur le point de se jeter dans le vide quand un philanthrope des trottoirs le remarque. « Arrête, mon gars !» s'écrie-t-il. « Pense aux Rangers !»« Je m'en fous des Rangers !»« Bon, j'ai l'esprit large. Pense aux Celtes !»« Je m'en fous des Celtes !»« Alors saute, sale athée !» Il y avait bien sûr beaucoup d'athées aussi à Glasgow, et fervents, pour ne pas dire enthousiastes. Ça, c'est parce que tous les jours de la semaine, mais surtout les samedis et les dimanches, dans le grand parc de la ville, Glasgow Green, on pouvait écouter des conférences en plein air sur Nietzsche, Karl Marx, Bakounine et Feuerbach. C'est là que mon père, obligé de quitter l'école à 13 ans, école où il était excellent élève, j'ai le rapport de son professeur dans mes archives, fit son éducation. Signaleur au chemin de fer, travaillant souvent la nuit, entre deux trains, moins fréquent la nuit, il lisait tout ce qui lui tombait sous la main sur l'anarchisme, le socialisme et le communisme. J'ai hérité à sa mort de toute une bibliothèque rouge et noire. Les pages jaunies de ses livres ont gardé l'odeur de Glasgow. Si mon grand-père était musicien, soldat à l'occasion et plus tard tenancier au bagout intarissable d'un pub, mon père, signaleur, était dans mon esprit le lecteur silencieux de la nuit. J'ai eu, en somme, un héritage glasgowien plutôt chargé à plusieurs niveaux. Et je n'ai parlé que de la partie masculine de ma famille. Si je me mettais à parler des femmes,
Ma mère a tenté de se suicider plusieurs fois. Comme elle le disait elle-même, lui manquaient des moyens rapides et efficaces. Et une de mes tantes avait ce qu'on appelait dans le temps la maladie divine, l'épilepsie. J'ai dit que mon grand-père avait du bagou, c'est vrai, mais vers la fin de sa vie, il ne disait presque plus un mot. Paralysé après une crise cardiaque, je le voyais, je devais avoir 12 ans, allongé dans un lit qui sentait le whisky. Il est mort et ma grand-mère l'a suivi de peu, disant que, lui parti, la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Mon père avait décidé très tôt que s'il avait des enfants, il ne grandirait pas en enfer, je veux dire en ville. Il voulait qu'ils aient plus d'espace, qu'ils connaissent des sentiers, pas seulement des trottoirs. Et il s'est effectivement débrouillé pour se faire muter sur la côte, de sorte que, de 3 à 18 ans, j'ai vécu entre rivage et lande. C'est comme étudiant que je suis revenu à la ville. Et je l'ai étudié, de jour et de nuit. Je devais cela à mes ancêtres, si je puis appeler ainsi la lignée obscure et errante de ceux qui m'avaient précédé dans ces parages. Au moment où j'écris ceci, j'ai une carte de Glasgow déployée devant mes yeux. Voilà la Clyde, avec Glasgow Green. Voilà les quais et les docks. Voilà Dumbarton Road. Voilà la cathédrale et la nécropole. Tous ces noms éveillent dans mes esprits des échos et des images. Au bout d'Argyll Street, dans le quartier du Trongate, se trouvait un café-restaurant qui portait le nom de The White Tower. C'est là que je me réfugiais après mes déambulations dans cette partie de la ville. Selon les époques, j'avais dans ma gabardine Le Mangeur d'opium de Thomas de Quincey, Ulysse de James Joyce ou Nadia d'André Breton. De Quincey avait vécu à Glasgow. C'est à Glasgow qu'il écrivit des textes tels que La révolte des Tartares, La fuite du Khan, des Kalmouks et de son peuple hors des territoires russes jusqu'aux confins de la Chine. Quant à la nécropole, c'était, je l'ai dit, un de mes lieux de prédilection. C'est de là-haut qu'on avait la meilleure vue sur toute l'étendue de la ville. Cris de mouettes haut dans le ciel, envol des tourneaux parmi les pierres tombales, le panache de fumée gris et blanc d'un train sortant de la gare de Saint-Enoch. Et un détail encore plus particulier, j'ai dit plus haut que les anges n'entraient pas dans le langage idéologico-religieux de Glasgow. C'est vrai, mais ils faisaient partie de l'iconographie des pompes funèbres. Seulement, les intempéries de la ville avaient tellement érodé les traits des anges sur les pierres tombales que ceux-ci étaient devenus diaboliques, méphistophéliques. Le monde a de ses ambiguïtés. Mais c'est peut-être surtout les quais et les docks que je fréquentais. Atlantic Quay, Finnieston Quay, Princess Dock, Meadowside. Là, un bateau en partance pour Bombay et Karachi, un autre juste arrivé d'Oslo, et, alignés le long des pavés, des barriques de Bourbon du Tennessee débarquaient de Southern Star, enregistrées à la Nouvelle-Orléans. Sur une carte à la fois géographique, sociologique et psychologique, Glasgow se situerait entre Moscou et Chicago. Participant des deux, avec cette différence et cet avantage que c'est une ville atlantique, une ville océanique. La pluie y sent l'iode et le sel. J'avais une chambre sur une des hauteurs de la ville, d'où j'avais vue sur le fleuve, du moins les jours où il n'y avait pas de brume. Même quand il n'y avait pas de brume, pour y voir clair, il fallait ouvrir la fenêtre, car celle-ci était couverte d'une poussière épaisse comme une neige noire. « À quoi bon la nettoyer ?» disait mon propriétaire. « Dans 3 jours, ce serait pareil. » Il n'avait pas tort. De temps à autre, je voyais dans le ciel un objet rouge et circulaire qui me faisait penser vaguement au soleil. Mais le paysage, chromatiquement gris et jaune, était surtout lunaire, saturnien et lunaire. C'est d'abord au musée de la ville, appelé localement le Palais du Peuple, que j'ai fait la connaissance des anciens personnages de la ville. Alex Petri, par exemple, orateur de rue pestant contre les pluto-cosmopolites qui ne s'intéressent pas plus à la créature humaine qu'un gorille aux variations en U mineur. Hawkey, de son vrai nom William Cameron. Je le sentais un peu de la famille, ma mère était une Cameron. Vagabond et orateur de rue, lui aussi. Ça, c'était l'ancien esprit populaire de Glasgow.
mais il n'y avait plus beaucoup de cela dans les rues. Tout au plus des musiciens, cornemuses, accordéons, sifflets de fer-blanc. Peut-être quelqu'un qui chantait La blanchisseuse de Kelvin Hogue, l'histoire d'une fille aimée de tous les matelots des bateaux en partance qui emportaient son image à travers les mers du monde. Pour comprendre comment la ville de Glasgow était devenue ce qu'elle était, c'est d'autres gens qu'il fallait fréquenter. James Watt, ingénieur, Lord Kelvin, physicien, Adam Smith, économiste. À l'époque, je composais un énorme roman. Un roman pour mettre fin à tous les romans, intitulé « L'éducation de Kelvin Watt », qui fut pratiquement une autobiographie à la troisième personne. Puis, un peu plus tard, un livre beaucoup plus intellectuel, abstrait et fragmentaire, intitulé « Logan », l'homme du logos pour qui la littérature devait être un logbook, le carnet de bord d'un haut voyage de l'esprit, dont les titres de chapitres en disent peut-être long sur mon esprit d'alors. L'automne est sur la ville, nomade du désert urbain, le sanskrit local, évangéliste et matelot, le délire du chien lunaire, un billet pour la Perse, nuit blanche. Solo. J'étais prêt à suivre ma trajectoire. Une trajectoire peut-être erratique, peut-être même catastrophique. Au fond, Glasgow était un excellent point de départ. À partir de Glasgow, pas de facile espoir, pas d'illusion, pas de situation commode, pas de demi-mesure, pas de confort intellectuel, pas de petits succès, pas de petite littérature. Une œuvre radicale dans ses principes et océanique dans son étendue, ou rien. On sait que l'étymologie du mot Glasgow est celtique, glacheux, le joli endroit vert. C'est probablement Kentigern, le moine qui installa son ermitage au VIe siècle dans ce lieu et qui allait devenir le saint patron de la ville, qui lui donna ce nom. De ce mot, Glasgow, je fais une lecture différente, complètement aberrante bien sûr du point de vue linguistique. La voici. Glace en français, glas en français, ce qui sonne la fin. Go en anglais, s'en aller. Je n'arrête pas de m'en aller, de quitter les constructions et les accumulations de l'humanité, pour respirer, pour être autrement. Mais comme un lièvre dans sa course, je n'arrête pas non plus de jeter des coups d'œil en arrière, parfois avec dégoût, parfois avec nostalgie, mais toujours avec le désir d'y voir clair, de dégager encore quelques lignes d'une carte géopoétique complexe. Tu es assis devant ton ordinateur qui est allumé et tu regardes sur son écran les messages électroniques que tu as reçus. Tu fais glisser la souris de l'ordinateur sur ton tapis, tu déplaces la petite flèche sur l'écran, tu la poses sur le message qui a pour titre « 19 motifs ». Tu cliques, une fois de ton index droit, sur la partie gauche de la souris. Tu vois s'afficher le message et tu lis « 19 raisons pour rester au pays ». 1. Parce que le pays, tu peux toujours le quitter, n'importe quand. Personne ne te retient par la force dans le pays. 2. Parce que dans le pays, tous sont prêts à partager avec toi tout ce qu'ils ont. Les chansons bêtes qu'ils écoutent avec le son mis au maximum dans leur voiture, la grippe dans les transports publics et leurs femmes qui restent à la maison. 3. Parce que dans le pays, c'est un marin qui est devenu président. Imagine-toi jusqu'où tu peux parvenir si tu es pompier ou mécanicien automobile. 4. Parce que c'est seulement dans notre pays qu'il y a plus de jeeps que de millionnaires, et plus de millionnaires que d'entreprises. 5. Parce que c'est seulement chez nous qu'il semble normal de recevoir sans rien offrir en échange. 6. Parce que notre pays est le seul pays où, si tu ne fais que regarder ceux qui travaillent, tu reçois une prime de spectateur intitulée « Indemnité de direction ». 7. Parce qu'il n'y a que chez nous où tu peux profiter chaque jour d'une hospitalité sans limite. Par exemple, dans le trafic urbain, où tu entends des centaines de jurons. 8. Parce que nous sommes le seul peuple au monde chez qui l'appellation « voleur » est une formule de tendresse. 9. Parce qu'il n'y a que chez nous où tu peux dire du mal sur les Hongrois, les Bulgares, les Juifs et les gens de chaque région du pays, cela étant considéré comme amusant. 10.
Parce que nous nous vantons d'avoir les meilleurs kebabs malgré le fait qu'il n'y ait chez nous qu'une très petite minorité de citoyens d'origine arabe. 11. Parce que seulement chez nous, une femme peut être surnommée Miss Sensual sans être forcément une actrice de film pornographique. 12. Parce que nous avons beaucoup plus de Silicon Valley que les Américains. Mais les nôtres ne sont pas situés entre les hautes collines comme en Californie. Les nôtres sont situés entre les seins d'une seule femme du gouvernement. 13. Parce que chez nous, tu peux obtenir le permis de conduire sans passer aucun examen. 14. Parce que c'est seulement dans notre pays que l'on peut organiser le championnat mondial de 3000 km slalom avec obstacles, charrette, nid de poule, chien errant affamé, ivrogne. 15. Parce que chez nous, la neige est considérée comme une sainte uniquement à cause du fait qu'elle tombe du ciel. Une fois tombée sur les routes, personne n'ose la toucher. 16. Parce que chez nous, on commence la journée de travail par une pause. 17. Parce que nous sommes tellement attachés à la notion de politesse qu'on a de la peine à se dire un simple « bonjour ». 18. Parce que seulement chez nous, on achète des parfums d'après leur nom et non d'après leur odeur. Et 19. Parce que lorsque toutes les places en enfer seront occupées, notre pays deviendra une destination de remplacement de l'enfer. Ceux qui resteront dans notre pays seront exemptés des dépenses pour le transport en enfer. Tu as vécu la chute du parti unique dans ton pays. Au début des événements qui allaient marquer la fin de la dictature, tu étais dans la capitale de département où vivaient ta mère et ton beau-père. Tu logeais chez eux 3 semaines, tu écoutais la radio et le programme habituel s'était arrêté brusquement. Les gens savaient que dans certaines villes du pays, il y avait des émeutes. La police et l'armée du parti unique avaient reçu l'ordre de mater rapidement la rébellion des contestataires qui manifestaient dans la rue ou devant les églises. Le mur de Berlin était tombé depuis peu. Quand le poste de radio de ta mère a cessé d'émettre, tu as cru à une panne. Après quelques minutes, le poste de radio a repris son souffle. Il continuait son programme avec de la musique classique. Tu pensais à la mort possible du parti unique. Tu savais que les Russes voulaient quitter l'Allemagne de l'Est. Une voix masculine a mis fin à la musique. Cette voix a dit que le dictateur et sa femme étaient en fuite. Cet homme disait que la révolution avait commencé dans le pays. C'était quelques jours avant Noël. Tu t'es levé du lit, tu as mis tes chaussures, tu as pris ta veste d'hiver faite en peau de mouton retournée et tu es sorti de l'appartement de ta mère. Tu voulais voir ce que les gens faisaient dans la ville après la nouvelle étonnante passée à la radio. C'était l'après-midi et il y avait peu de monde dans la rue. Tu voyais des hommes et des femmes qui ouvraient leurs fenêtres et regardaient dans la rue. Quelques-uns sortaient de leur bloc et criaient « C'est fini ?» Tu marchais vers la mairie de la ville. Des petits groupes d'hommes se formaient devant les entrées des bâtiments. Tu t'es joint à un groupe de 5 hommes qui allaient vers le siège de la police du parti unique. Vous êtes arrivé en quelques minutes devant la guérite du planton et la barrière peinte en rouge et blanc. Vous y avez trouvé une 30aine d'hommes qui scandaient « À bas le dictateur !» Un officier de la police du parti unique, habillé en uniforme, avec un pistolet à la ceinture et un ruban tricolore autour de son bras gauche, faisait face aux manifestants. Tu t'es mêlé à la foule. Tu es allé vers le premier rang. Tu comprenais que tu vivais des moments importants. Tu ne savais pas que le parti unique allait donner naissance à une nouvelle forme de parti unique. L'officier de la police du parti unique vous a dit de rentrer à la maison. Il a assuré aux manifestants que la police et l'armée du parti unique étaient aux côtés du peuple et contre le dictateur en fuite. Les gens se sont dispersés dans la ville, tu t'es rendu à la gare, tu as pris le premier train pour aller dans la ville de ton grand-père paternel, 50 kilomètres plus loin. On arrive donc au terme de la première partie de cette lecture. Je vous laisse aller boire un petit verre, faire une pause et je vous retrouve pour la seconde partie de la lecture où, cette fois-ci, après Glasgow, vous entendrez parler de Lisbonne avec, vous le verrez, 2 regards très très différents sur une même ville.